Ce qui m'est arrivé souvent, avec des patients vivant seuls, veuves la plupart du temps, c'est de dire « Mais pourquoi vous ne vous êtes pas remarié ?» Et j'avais deux types de réponses. Vous ne pouvez pas y penser, docteur, il était tellement bien, jamais je trouverai aussi bien. L'autre type de réponse, c'est « Oh là là, plus jamais ça. J'en ai trop bavé, je ne veux pas remettre ça. » Souvent, les gens sont marqués par une expérience malheureuse, et parce qu'ils ont eu une expérience malheureuse de l'amour, ou de la vie affective, ils ne veulent pas reprendre le risque de commencer et de refaire quelque chose qui pourrait être différent. Et c'est dommage. C'est dommage que l'amour ne puisse s'envisager qu'en référence au passé, un passé qui a été heureux ou malheureux, qu'il y a eu des chagrins d'amour, qu'il y a eu des amours heureuses, des amours malheureuses, des amours douloureuses. C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre le risque de la vie et le risque de recommencer quelque chose autrement. Alors, sans doute, sommes-nous marqués à propos de la question de l'amour par le fait que c'est souvent plus une référence littéraire qu'une référence psychologique. Ce sont les poètes qui en ont probablement le mieux parlé. Donc amour non réciproque, amour perdu, chagrin d'amour, amour heureux quand même. L'amour, c'est aussi une valeur évangélique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on y reviendra. Je pense quand même que les psychologues ou les psychiatres ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire parce que ce sont des spécialistes de la souffrance humaine. Quand vous envoyez le psy quelque part, dans une chambre, il faut que les gens pensent, je ne suis pas fou. Le psy, c'est aussi le spécialiste de la souffrance, de la douleur, de la souffrance. Et c'est comme ça qu'il faut le présenter, c'est comme ça qu'il se conçoit lui-même souvent. Alors, le psy peut éventuellement tenter d'identifier les déterminants conscients et inconscients, affectifs, psychologiques de l'amour. Et on y reviendra avec les différentes formes d'amour. Quel est l'intérêt de s'occuper de l'amour dans le grand âge? Eh bien, je dirais, si on parle de l'amour chez l'adolescent, tout de suite on va me dire, oui, mais c'est la pression biologique. L'adolescent, il a des hormones, donc il est prêt à aimer tout ce qui passe. Le vieux, il n'a plus la pression hormonale. Le vieux, c'est vraiment psychologique. Alors, par contre, ça va se situer dans le besoin de compter, dans le besoin de se sentir encore aimé, encore important. Mais on va pouvoir explorer les déterminants de l'amour à l'état pur, en faisant abstraction de la pression biologique. Le vieux n'est pas sous pression hormonale, que je sache. Je vais juste faire une parenthèse avant de revenir aux différents déterminants de l'amour. Une parenthèse sur l'importance du registre affectif dans la vie mentale, dans la vie psychologique. Le registre affectif, c'est un lieu virtuel, psychique, où il n'y a pas de contenu mis en forme, pas de pensée mise en forme. Je dirais que c'est le lieu archaïque des impressions, des affects, des émotions, c'est-à-dire du plaisir et du déplaisir, j'aime, j'aime pas, de l'humeur. Je suis joyeux, je suis triste, je suis déprimé, je suis en colère. De la motivation, voire du désir, ou de la démotivation et de l'apathie. L'apathie, c'est même l'absence d'agressivité, l'absence de désir. C'est le lieu du type d'attachement. C'est le lieu de la base affective de l'estime de soi, avec justement le sentiment de compter, le sentiment d'avoir une valeur. Et c'est le lieu de l'empathie, c'est-à-dire de la possibilité de partager des émotions avec un autre, de s'identifier à son climat affectif, d'en prendre acte, de le ressentir aussi. C'est le lieu de ce qu'on appelle l'accordage affectif, c'est-à-dire le décodage implicite des besoins de l'autre, des attentes de l'autre. L'accordage affectif, ça a été décrit par Stern, ça concerne les rapports de la mère et de son nourrisson. La mère s'ajuste aux besoins du nourrisson, sans avoir à passer par des élaborations intellectuelles très poussées. Spontanément, elle ressent les besoins du nourrisson, elle va construire des codes avec lui, elle va très vite comprendre quand il a mal, quand il a faim, quand il a sommeil, quand il a envie de jouer, et réciproquement, et elle va mettre des mots là-dessus, et elle va l'aider à construire le langage et la communication.
Et on passera de la communication non verbale à la communication verbale ou comportementale et comportementale, prise en compte. Et ce concept d'accordage affectif, on peut aussi l'appliquer chez l'adulte, y compris chez l'adulte dément. On peut même travailler en l'utilisant, en disant finalement je suis le même, et je ne ressens pas la même chose avec Madame X, avec Madame Y. Si je ne ressens pas la même chose avec Madame X, avec Madame Y, c'est que il y a quelque chose qui est différent dans la relation avec elle, et qu'elle m'a envoyé peut-être des messages inconscients différents. Donc, je pourrais travailler à partir de ce que j'ai ressenti, à travers ce que j'ai pensé sur ce que j'ai ressenti, et je travaillerai en utilisant mon accordage affectif. Je dirais même jusqu'à dire que je pense que la transmission de pensée, ce n'est pas une pensée qui nous est transmise, c'est un climat affectif qui nous est transmis, et ce climat affectif fait que s'il y a des pensées concordantes possibles à celles de mon patient, elles vont émerger chez moi. S'il y a des fantasmes compatibles, ils vont émerger chez moi, et que ce que j'aurais entendu, c'est pas ces pensées, c'est les miennes, mais elles sont suggérées par le canal affectif. Le plan affectif, c'est un plan très riche, c'est un plan basique dans notre vie psychique. C'est aussi celui, par exemple, qui va faire qu'un secret de famille va être actif. Dans le secret de famille, le secret est complètement ignoré, oublié, disparu. Mais quelque chose du stress, quelque chose de l'empreinte affective de ce secret est resté traumatique la plupart du temps et peut être transmis sur plusieurs générations. Donc on a la transmission d'un impact affectif douloureux, déterminant, sans avoir la clé du problème. Il va falloir se débarrasser de cet impact par des stratégies thérapeutiques, EMDR ou autres, qui font qu'on va se débarrasser de ça. C'est très, très redoutable. Ce sont des traces d'événements, traces qui sont capables d'avoir un impact émotionnel sur plusieurs générations. Ce qu'il faut savoir aussi concernant le registre affectif, c'est qu'il interagit avec le registre subjectif et avec le registre cognitif. Et que ces trois registres vont se modifier les uns les autres, et qu'ils ont en particulier de fonctionner non pas par une articulation logique, mais par une articulation analogique, c'est-à-dire par association d'idées. Et que le temps n'existe pas pour ces interactions-là. Les phénomènes d'après-coup vont jouer, c'est-à-dire qu'une émotion il y a 20 ans, mobilisée par une situation d'il y a 20 ans, va ressurgir à beaucoup de situations analogues actuelles. Dans la sphère affective, le temps n'existe pas. Et ça procède par association et non pas par déduction. Par ressemblance, par analogie. Quelque chose qui ressemble à une situation ancienne, qui avait un impact imaginaire. Ce que j'appelle la subjectivité, le registre subjectif, c'est celui de l'imaginaire et du fantasme, ou du rêve. Donc c'est un registre complètement irrationnel. Il va déteindre sur la cognition, et il va être mobilisateur d'affects, ou mobilisé par des affects. Un bon exemple, c'est la phobie. Vous avez la phobie, par exemple, des araignées, ou des serpents, ou des rats. On ne sait pas quel est le fantasme qui est à l'origine de ça. Ce qui est probable, c'est qu'il y a un conditionnement à partir d'un fantasme qui fait que chaque fois que vous voyez un rat, vous avez peur. Mais vous avez une peur qui n'est pas rationnelle. Ça fait disjoncter la cognition. La cognition disjoncte, c'est-à-dire que vous allez vous conduire avec le rat comme s'il s'agissait d'un lion. Avec l'araignée comme s'il s'agissait d'un monstre. C'est-à-dire que la cognition peut disjoncter sous l'effet d'une émotion. Et sous l'effet probablement d'un fantasme. Il y a une interaction entre les trois qui font que l'affect va déterminer des choses positives ou négatives qui vont vous rendre performant ou moins performant au plan cognitif. Chez les malades d'Alzheimer, on peut observer dans les groupes, à cause d'un climat affectif porteur, des résurgences de mémoire. Ce qui prouve d'ailleurs que le souvenir n'était pas mort, simplement qu'il n'était pas accessible. Et le climat affectif va le permettre. Le climat affectif, je dirais l'humeur. L'humeur va être inductrice
de performance dans un sens ou dans un autre. Par exemple, si vous êtes sous antidépresseur ou en état maniaque, vous allez avoir l'esprit vif, plein d'humour, entreprenant, vous aurez des pensées positives, trop même. Vous allez être un leader charismatique, on ne pourra pas vous résister. Le leader en état maniaque, on ne peut pas lui résister. Il devrait être en conflit ouvert avec lui. C'est redoutable. Christian de Saussure me racontait qu'il avait un de ses patients qui avait réussi à aller jouer au tennis avec Björn Borg. Björn Borg, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un champion de tennis il y a quelques années. Le temps passe vite. Il avait réussi à passer les gardes du corps, etc. Alors quand il est rentré à l'hôpital, il a dit « J'ai joué au tennis avec Björn Borg ». Tout le monde a dit « C'est ça, cause toujours mon lapin. Tu es un baratineur, tu nous racontes des blagues ». Le lendemain, ils ouvrent le journal, la Gazette de Genève, je ne sais pas quoi, la Tribune de Genève, et qu'est-ce qu'ils voient? Une photo, Björn Borg échange quelques balles avec un admirateur. Le gars avait réussi à passer tous les barrages et a échangé 3 balles avec Borg. Il y avait la photo. Nous, on avait un patient, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, avait réussi à prendre l'avion sans billet. Il faut le faire. Ben oui. Un baratineur. Je ne sais pas qui avait trouvé les arguments. Alors ça, c'est quand on est trop up dans les émotions. Mais si on est down, c'est-à-dire bas, négatif, eh bien ça va être les pensées négatives, ça va être le dépressif, ça va être la culpabilité, le désir de mort, j'ai ruiné ma famille, je vaux rien, je vais me suicider parce que je souffre trop. À ce moment-là, il y a que des pensées négatives. Le type de pensée, le contenu des pensées peut être modifié par le climat affectif. C'est d'ailleurs le rôle des médicaments que d'agir sur le climat affectif pour faire émerger des pensées positives ou des pensées négatives. Elles agissent sur la base affective de la pensée. Ce qui m'amène à dire, et je vais me résumer, que jusqu'à la mort, l'affect est déterminant. Même chez le comateux, j'ai l'impression que les comateux ne meurent pas n'importe quand. J'ai un exemple familial de quelqu'un qui était dans le coma, qui a vraiment survécu de façon paradoxale. J'ai envie de dire en attendant son fils, qui était bloqué par une tempête de neige à New York. Le fils est venu, il est mort le lendemain. Avec toute la famille dans le couloir. Dans le couloir. Comme s'il les avait épargnés. On peut se poser la question, lui mourir n'importe quand, n'importe comment, chez un comateux. Mais ce qui est sûr, c'est que manifestement, il y a une base affective de la vie psychique, je dirais une trame affective, un registre matriciel, germinal, qui va donner lieu à des bourgeons, à des germes, à des bourgeons, puis à des pensées construites, puis qui va participer après aux interactions avec la cognition et la subjectivité, mais qui va demeurer avec une mémoire affective, mémoire de l'expérience affective notamment, tout au long de la vie, tant qu'il y a de la vie, y compris chez le plus dément des démons. C'est pour ça que si vous êtes en conflit avec un démon, vous allez perdre, parce qu'il a plus d'expérience que vous. Il a plus d'un tour dans son sac, quitte d'ailleurs à mourir pour avoir le dernier mot. Méfiez-vous, l'opposition, vous serez perdant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, ce que je pense, un registre matriciel de la pensée qui va être actif jusqu'au bout, et où tout se passe comme s'il y avait les pensées, mais sans les pensées. C'est donc le registre de la mémoire implicite, d'un registre complètement inconscient. C'est la mémoire implicite des cognitivistes. Il y aura tout d'abord ce qu'on appelle bibliquement l'amour du prochain. C'est un tiers initialement étranger qui me tend la main ou à qui je tends la main, dans un mouvement de compassion ou de sympathie. C'est de l'accordage affectif à l'état pur. C'est de l'accordage affectif à l'état brut. C'est quelqu'un que je ne connais pas, qui pourtant me touche, soit parce qu'il m'a tendu la main ou me donnait envie de lui tendre la main. Et on est simplement au niveau de base de l'investissement affectif. À un degré de plus, il y aura de l'attachement. De l'attachement et des phénomènes transférentiels, c'est-à-dire on va rejouer des choses de notre vie, notamment notre vie enfantine, avec celui-là. Ça, c'est l'amitié. Dans l'amitié, il se rejoue des phénomènes transférentiels et il se met en place de l'attachement. Plus l'accordage affectif, ces 3 éléments seront mobilisés dans l'amitié.
des phénomènes, les phénomènes vont se compliquer dans l'amour filial. Dans l'amour filial, il y a l'attachement, il y a la connivence affective, puis il y a la complétude narcissique, le sentiment de compter, d'être important, d'être son soleil pour nos parents, pour notre père, pour notre mère. Et on va lui donner un capital affectif qui sera un capital narcissique. Très important, le fait que le bébé se sente important pour ses parents. Ce capital narcissique va jouer toute la vie. S'il est défaillant, il y aura des problèmes. Et cet amour filial, quelque chose de cet amour filial va se rejouer dans la relation psychanalytique. Dans le registre transférentiel, il y aura des analogies avec la relation parentale, paternelle, maternelle. On va rejouer des choses de cette relation, des scénarios de cette relation, desquels on est prisonnier. On est toujours prisonnier de scénarios relationnels. On aura tendance à les rejouer avec les gens qu'on rencontre ou avec notre thérapeute. À lui de décoder ce qui se rejoue pour nous aider à en prendre conscience et peut-être à nous en libérer en rejouant les choses de façon un peu différente, suffisamment différente pour expérimenter les possibilités de progression ou d'amélioration du scénario. Vous le verrez, vous allez sélectionner vos patients privilégiés en fonction des scénarios relationnels dans lesquels ils vont vous enfermer, qui sont toujours les mêmes. Il faut arriver à les déchiffrer, les décoder, les repérer pour leur proposer des scénarios alternatifs. C'est vrai aussi dans la relation amoureuse, dans des rencontres qui se terminent toujours de la même façon. Pourquoi ça se termine toujours de la même façon? Pourquoi je rejoue toujours la même histoire avec mes histoires d'amour? Après, il y aura la relation amoureuse. On va mobiliser tous les phénomènes que je viens d'évoquer en y ajoutant du désir sexuel, en y ajoutant de l'idéalisation, en ajoutant le bénéfice de vécu fusionnel, voire même un sentiment d'abolition du temps dans le corps à corps, ce qu'on appelle le sentiment océanique. Ça va être la complétude narcissique totale. Ça dure ce que ça dure, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans la vie. Cette relation amoureuse peut déboucher d'ailleurs, ou peut être une relation passionnelle. C'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à subvertir la raison. Et là, je pense qu'il y a un orage biologique. Quand on dit je l'ai dans la peau, avec le démon de midi ou le démon de minuit, on va tout quitter, tout casser, tout briser pour une histoire folle, généralement avec quelqu'un de plus jeune que soi. C'est vrai pour les dames, hein. Elles peuvent aussi aimer quelqu'un de plus jeune qu'elles. C'est vrai pour les messieurs, ils peuvent aimer quelqu'un de plus jeune qu'eux. Mais si j'aime quelqu'un de plus jeune que moi, elle aimera quelqu'un de plus vieux qu'elle. C'est QLD, logique. Il n'empêche que tout va être balayé. La différence sociale, la différence d'âge, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelle logique c'est arrivé. C'est l'histoire passionnelle. Ça, c'est redoutable. C'est redoutable parce que ça se termine rarement bien. À un moment donné, on se réveille et c'est douloureux. Mais il n'empêche que, sans aller jusqu'à la relation passionnelle, je peux souhaiter de mieux à un ami de mon âge, par exemple, et je ne vous dirai pas mon âge. Il m'est arrivé récemment de dire à quelqu'un, je ne vous dirai pas mon âge. Elle m'a dit, mais c'est pas la peine, j'ai regardé sur Internet. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un. Il n'y a pas d'âge pour ça. Le besoin d'aimer et d'être aimé est universel et il ne connaît pas d'âge. Et je crois qu'il faut réhabiliter notamment l'affectivité sous tous ses aspects. Notamment, c'est un aspect basique, fondamental de toute la psychologie, toute la vie psychique. Réhabiliter le rôle de l'affectivité et de l'amour, qui sont les parents pauvres de la réflexion psychodynamique, et notamment de la réflexion sur la souffrance humaine. Et c'est dommage de renvoyer seulement la question de l'amour à la dimension poétique ou évangélique, parce que, certes, la Bible nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais en psychologie, moi je sais ce que j'ai observé, c'est « tu détesteras ton prochain comme tu te détestes ». Tu te détestes tellement que tu t'arranges pour te faire détester.
tu pourris la vie de ton prochain, qui va te pourrir la vie, parce que tu ne t'aimes pas. Et c'est un des fameux scénarios relationnels qu'il faut absolument désamorcer. Et là, ils sont très forts, ceux qui cherchent à se faire détester. La détestation induite, et c'est dans les troubles du comportement, c'est ce qu'on va observer, j'ai des conduites déshumanisantes, déshumanisées, et je vais me faire traiter comme moins qu'un être humain, comme moins que rien. Je vais me faire maltraiter parce que je vais pourrir la vie des gens avec mes troubles du comportement. Il y a toujours une logique derrière les troubles du comportement, il y a toujours une logique, voire une bonne raison, à condition de la décoder, de la trouver, et de voir en quoi on peut désamorcer cette question du vécu négatif que quelqu'un a de lui, parce qu'il ne s'aime pas, pour lui prouver qu'il peut être aimé, mais il va nous mener la vie dure pendant longtemps avant d'accepter d'être aimé. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les aime. Ça les angoisse, tellement ils ont peur d'être abandonnés. Là, vous avez toute une réflexion à conduire, au cas par cas, sur pourquoi il est si désagréable, pourquoi il est si agressif, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait tant peur qu'on l'aime et qu'il ait tant peur d'aimer. Mais je conclurai par où j'ai commencé. Je pense, la clinique m'enseigne empiriquement, je ne peux pas le démontrer, que le besoin d'aimer et d'être aimé est universel et qu'il est à la base d'une réflexion pour nous, sur tout ce qu'on observe, et qu'il n'y a pas de limite d'âge. Au contraire, c'est d'autant plus crucial qu'on avance en âge.